Bonsoir, soyez les bienvenus pour cet iWeek un petit peu spécial qu'on enregistre dans les conditions du direct en ce vendredi soir. Émission improvisée avec mes camarades du vendredi pour une fois. Alors, c'est inhabituel, on est toujours au rendez-vous le mardi. C'est moi qui vous ai fait faux bond il y a 3 jours et donc pour se rattraper, eh bien on a décidé de vous proposer cette émission différente. Réellement improvisé puisque tout s'est monté il y a moins de 2-3 heures à peine et vous êtes au rendez-vous, vous d'abord, vous trois les amis, je vais refaire un tour de table parce que c'est devenu un grand classique en commençant par saluer notre ami et camarade Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut Benjamin, salut camarade. Comment vas-tu? Pour aller ça va, c'est pour revenir. D'accord. Ah, tu commences très fort, Gilles. Mais j'ai vu que tu avais commencé très fort, alors qu'on était encore en train de faire les réglages. Tu es parti direct dans un grand débat avec Guillaume ou avec Ellie, je ne sais pas. Guillaume, que je suis très heureux de retrouver aussi dans iWeek. Salut Guillaume. Ah, bah bien. Alors, que devenais-tu depuis toutes ces semaines où tu avais disparu? Eh bien, écoute, je bossais. C'est incroyable. J'ai eu pas mal de boulot. Puis la semaine dernière, j'étais à une conférence d'administrateurs du Macintosh, enfin sur Mac, en Angleterre, un événement qui s'appelle Macadmin UK, Macaduck, ouais. Pour les intimes. Et il y avait plein de gens qui venaient nous expliquer un peu leur métier, comment ils géraient leur parc de Mac. Alors, c'était des sociétés, des fois des petites sociétés, puis après il y a des gros groupes qui géraient, genre Disney, il y avait leurs représentants qui étaient là qui gèrent 40 000 Mac avec une solution open source qui s'appelle Moonkey, par exemple, tu vois un petit peu, ou Google qui venait nous expliquer aussi comment ils géraient ces 72 500 Mac avec de leur propre solution développée en open source et s'appuyant sur Google Apps. Donc c'était très intéressant. Donc tu es encore plus intelligent qu'avant. Si c'était possible. Voilà, si c'était seulement possible. Et ben ça nous fait très plaisir de te retrouver dans. Pareillement. Oui. Ça m'a manqué moi aussi. Je trouve que ta tête a rapetissé en revanche depuis que tu es parti quelques semaines. Tu veux que je me mette plus près de la caméra? Ah ouais, si tu pouvais, ce serait génial. Je vais m'approcher. Ouais, ce serait génial. Ce serait génial parce que tu vois, je ne voudrais pas que tu souffres d'une comparaison désavantageuse vis-à-vis d'Ellie à Bitball. Bonsoir. Qu'on retrouve aussi avec grand plaisir. Salut Ellie, comment ça va sur la Côte d'Azur? Écoute, ça va bien. Bonsoir tout le monde. Ravi d'être là. Voilà. Je trouve ça un peu dommage quand même que tu penses que tu traites Eddie comme quoi il aurait la grosse tête. C'est pas très sympa. Non, mais c'est toi qui as un Golden Globe. Oui, c'est pour ça. Qui a un Golden Globe? Ah, mais c'est parce qu'on parlait du film Steve Jobs. Voilà. Ah ouais, c'est pour ça. On va peut-être en reparler tout à l'heure parce qu'il y a un petit peu d'actu. On n'en parlera pas uniquement pour dire que le film a quasiment disparu des écrans radars. On verra d'ailleurs si certains d'entre vous l'ont vu. Moi, j'ai pas encore eu le temps d'y aller pour ne rien vous cacher, mais j'espère y aller avant qu'il soit totalement invisible en salle. Dans un instant, on va vous parler alors de l'actu de ces derniers jours. On va revenir dans quelques minutes sur cette fameuse erreur 53, puisque il y a du nouveau. Si vous avez fait la bêtise de changer la date de votre iPhone, ce qui est vraiment très très idiot, hein, on est tous d'accord pour le dire. Oui, 70. Voilà, vous avez peut-être une solution. On va parler aussi des discussions en coulisses autour d'Orange et de Bouygues Télécom. On va vous expliquer ce qui se passe entre Tim Cook et Stéphane Richard. Et puis, on a quelques produits en stock sous la main. Et dans un instant, on va ouvrir le grand dossier de la semaine et du jour, en tout cas. Un sujet qui tient particulièrement à cœur, je le sais, de Guillaume, sans doute de Gilles aussi, sans doute de Ellie aussi, et de moi aussi. Bref, de tout le monde, on va parler de la fameuse backdoor. À tout de suite. Alors, iWeek, c'est toute l'actu Apple en live. Alors, on est en faux direct ce vendredi soir, puisqu'on enregistre l'émission, donc exceptionnellement 3 jours après la première diffusion habituelle. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment interagir, puisque exceptionnellement, l'émission n'est pas en live sur Watch à cet instant, mais est diffusée en live sur YouTube. Et donc, si vous nous suivez, vous pouvez, comme d'habitude, interagir avec le hashtag
iWeek TV que vous connaissez. Et on est tous sur nos téléphones à surveiller ce qui tombe sur Twitter. Donc, on ne change rien aux habitudes d'habitude. Alors, on va tout de suite s'intéresser à ce message que Tim Cook a adressé bien au-delà, je pense, d'ailleurs, des seuls employés d'Apple, qui veut nous raconter un petit peu ce qui s'est passé il y a 3 jours. C'était le jour où on aurait dû faire l'émission. Alors, Guillaume. Je commence. Ouais, vas-y. Allez, je commence. Donc, il y a Tim Cook qui a écrit un très joli courrier sur son petit blog apple.com. Donc, une grande lettre qui indiquait un message important à nos clients, qui explique en fait que Apple a reçu une requête du FBI lui demandant, en fait, grosso modo, de développer une version spéciale d'iOS à installer sur un téléphone pour le déverrouiller. Parce qu'aujourd'hui, les appareils que Apple vend sont protégés, ils sont chiffrés de façon assez costaud. Et donc, si vous essayez de rentrer plusieurs fois un code, par exemple, pour déverrouiller l'appareil au démarrage, au bout de 10 fois, l'appareil peut être effacé automatiquement. Et puis en plus, à chaque fois que vous tapez un code, ça prend du temps. Au bout d'un moment, il va demander d'attendre de plus en plus longtemps, 1 heure, 24 heures, pour entrer un nouveau code. Donc ça peut être un peu gênant. Et surtout, au bout de 10 fois, pouf, l'appareil est effacé. Et le FBI a donc demandé à Apple de déverrouiller un iPhone qui appartenait à des 2 terroristes dans l'affaire de San Bernardino. Donc c'était un attentat terroriste qui a eu lieu en décembre en Californie. Qui a eu lieu peu de temps après les attentats de Paris. Voilà, très peu de temps après les attentats de Paris. Et donc, le FBI dit, nous, ce qu'on exige de la part d'Apple, en s'appuyant sur une très vieille loi de 1790 et des poussières, de déverrouiller l'iPhone en installant une version spéciale d'iOS développée à cet effet, qui leur permettrait en fait non pas de contourner des protections d'iOS, qui est de pouvoir permettre en fait de ne pas effacer l'appareil au bout de 10 tentatives, et de pouvoir tenter de rentrer à l'école le plus rapidement possible, donc sur l'appareil. Ce qui veut dire grosso modo en fait installer un backdoor, donc en fait de déverrouiller les systèmes de sécurité qu'Apple propose en standard pour accéder à ces données. Et Tim Cook a décidé que non, il ne veut pas donner cet accès au FBI et donc il va faire monter l'affaire au plus haut niveau, possible pour éviter que le FBI pense que ceux qui veulent faire passer aujourd'hui comme étant juste un cas pour une fois deviennent en fait une norme. Voilà, tout simplement. Donc en fait, ce que propose le FBI, ce que veut le FBI, est quelque chose de très dangereux. Tout simplement. Oui. Ellie, alors, pendant qu'on essaie de rattraper Gilles qui a provisoirement disparu des écrans radars, Ellie, comment est-ce que tu as reçu d'abord ce message de Tim Cook? Écoute, je suis un peu partagé, c'est-à-dire qu'évidemment, je suis d'accord avec Guillaume et avec la plupart des réactions qui disent que justement Apple a un système très sûr et qu'il ne faudrait pas qu'on perde cet avantage. De notre côté, peut-être que Guillaume va nous donner un peu plus de détails sur le fait de est-ce que s'ils le font pour un appareil spécifique, ça remet tout iOS en question, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé de façon exceptionnelle? J'avoue que je suis un peu partagé parce qu'on parle de terrorisme. Moi, le terrorisme, c'est vraiment quelque chose qui me parle. En France, bien sûr, mais aussi en Israël. C'est des choses qui me touchent vraiment, et je me dis, est-ce que le fait de ne rien faire n'est pas en train, d'accord, ça peut permettre à Apple de vendre beaucoup de téléphones en disant, ok, alors comme ça, l'iPhone va devenir l'élément indispensable d'un terroriste parce que ça communique chiffré, parce qu'un message est chiffré, parce que c'est impiratable, et ça va devenir un peu l'outil de choix des terroristes. Et ça me gênerait beaucoup aussi. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles on peut répondre. De toute façon, c'est pas compliqué. À partir du moment où vous mettez un système de contournement d'une protection de chiffrement sur un appareil, grosso modo, vous êtes en train de dire l'appareil n'est plus protégé. Aujourd'hui, le FBI dit c'est pour un appareil. Ce qu'ils veulent faire simplement, c'est faire un cas qui sera éventuellement d'autres cas dans le futur. Puisqu'il y aura eu une exception, il y aura d'autres exceptions dans le futur. Et aujourd'hui, c'est pour un attentat terroriste. Demain, ça pourrait être pour autre chose. Ce ne sera pas forcément un attentat terroriste, ça sera pour une autre raison. La sécurité, en fait, va être de plus en plus limitée. Le risque que le logiciel de soi-disant protégé, qui servira pour un appareil, s'échappe dans la nature, on dit qu'il est zéro, il va forcément s'échapper dans la nature à un moment ou à un autre. Et puis aujourd'hui, c'est le FBI qui dit pour un attentat terroriste, mais demain, ce sera peut-être la Chine pour trouver des personnes, des ressortissants chinois qui utilisent les systèmes de chiffrement de l'iPhone, simplement pour contourner les limitations aux droits de l'homme que la Chine impose dans son pays. Donc,
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le FBI se défend en disant c'est pour récupérer l'information dans un cas de terrorisme, sachant que quand même il y a des informations qu'ils n'ont pas données très fort, du style que l'appareil qui a été utilisé, enfin sur lequel le FBI veut trouver des informations, c'est aujourd'hui un appareil qui était utilisé à titre professionnel par les net de terroristes, mais l'appareil qui est personnel qui était utilisé, lui a été déjà entièrement détruit. D'accord, il a été détruit, inutilisable. C'est-à-dire, Guillaume? Disons qu'il n'y a aucune preuve aujourd'hui que le FBI puisse dire aujourd'hui on sait qu'il y a des preuves dans cet appareil-là. C'est pas forcément le cas. En fait, il y a de fortes chances même qu'il n'y ait aucune information pertinente sur cet iPhone. Ensuite, il y a encore un autre problème, c'est que dire qu'aujourd'hui le chiffrement de l'appareil, si Apple disait on enlève le chiffrement de l'appareil, voilà, vos données sont plus protégées, mais ça n'empêchera pas d'utiliser des applications de chiffrement derrière de toute façon. C'est pas parce que derrière tous les appareils ne sont plus protégés que les terroristes pourront pas utiliser d'autres systèmes de chiffrement que ceux intégrés par Apple. Ils utiliseront d'autres logiciels protégés également, un WhatsApp ou autre qui lui protégera les communications. Donc, dans tous les cas, le problème du terrorisme, je vais juste finir là-dessus. Ouais, le problème du terrorisme, c'est que c'est une corde sensible pour faire passer des lois de plus en plus liberticides et pour réduire en liberté. C'est le cas en France avec ce qui se passe. On est en train de changer la constitution pour augmenter l'état d'urgence. On a vu ce qui s'est passé au niveau des droits de l'homme depuis quelques mois après les attentats de Paris. Donc, c'est pas une bonne excuse, en fait. Malheureusement, je dirais que le terrorisme, c'est une excuse qu'on utilise, qui est utilisée par les pouvoirs en place pour supprimer le droit à la vie privée. Et quand on supprime le droit à la vie privée, on obtient ce qu'on a aujourd'hui dans un bouquin comme 1984, tout simplement. Élie, est-ce que tu penses, toi, que justement, à la lumière de la menace, et c'est plus qu'une menace d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'il faudrait justement faire une exception et ouvrir ses portes? Si on savait bien le borner, s'il y avait une vraie garantie, oui, je serais d'accord. Parce que imagine, effectivement, et je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Guillaume, vraiment, je partage complètement. Mais le problème, c'est... Mais il n'y a pas justement cette garantie. Il n'y a aucune garantie. Et surtout demain, le FBI dit, si le FBI dit, on a lui le droit d'accès aux données du téléphone, demain, la Chine ou un autre pays qui est beaucoup moins respectueux, et encore, je dis un terme, on va dire respectueux des droits de l'homme que ce que peut être les États-Unis, et entre guillemets, je dis bien parce que les États-Unis sont pas forcément non plus très respectueux des droits de l'homme, c'est le Guantanamo & Co. Un autre pays pourra utiliser cet argument pour dire vous l'avez fait pour les États-Unis, pour le cas du FBI, vous pouvez le faire pour nous, pour nos terroristes, mais les terroristes d'un pays sont pas forcément aujourd'hui les terroristes de tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait la cause que des terroristes peuvent défendre dans un pays ou être considérés comme terroristes dans un pays, si le pays c'est un État totalitaire, les terroristes sont peut-être pas forcément les bad guys, si vous voulez. Alors, on avait perdu Gilles pendant quelques instants et peut-être qu'on peut lui demander un premier avis sur ce message de Tim Cook. Comment est-ce que tu l'as compris, Gilles? Qu'on transige pas avec ces principes-là. Je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. On va rappeler que un gouvernement légitime qui est celui d'Israël est directement issu des terroristes qui posaient des bombes contre un autre gouvernement tout à fait légitime, qui était celui du Royaume-Uni, qui avait le mandat des Nations Unies pour administrer la Palestine. C'est toujours très très compliqué. Ouais, on va pas remonter dans ces problématiques-là parce que c'est un terrain extrêmement glissant en plus et voilà. Mais on est toujours... Mélangeons pas les sujets, Gilles. Ou pour la France, les résistants français étaient considérés comme des terroristes. On est tout dépend. Ouais, non, mais là, on va pas. C'est pas le débat là. Le débat, c'est est-ce que l'attitude de Tim Cook et sa prise de position, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Il a raison. On ne transige pas avec ce type de principe. Si tu demandes aux experts de crypto. Élie, quand tu dis qu'il faudrait, s'il y avait la garantie que ça ne permet pas de tomber dans les excès. Il n'y a pas la garantie et en plus. Attendez. Non mais on peut demander à Élie juste de poursuivre ce qu'on l'a interrompu. Oui. Élie, continue à développer ton point de vue. Pardon. Si vraiment il y avait une garantie, mais une vraie, mais en fait ça supposerait, c'est un monde utopique où il y aurait une sorte de grand conseil des sages planétaires qui œuvrerait pour le bien de l'humanité. C'est un peu utopique ce que je dis là. La question morale que je me pose, c'est imaginons que ok, on ne fait rien et pour l'instant les arguments sont valables.
Si demain il y avait un attentat énorme en France ou ailleurs, et qu'on s'aperçoit que ça a été possible grâce à des communications chiffrées et qu'on aurait pu l'éviter, est-ce que quelque part on n'aurait pas ça sur la conscience? Élie, je Voilà, te réponds très simplement. Je te réponds très simplement. Pour Élie, je te réponds très simplement. Lors des attentats terroristes de Paris, les terroristes ont utilisé des SMS. Est-ce que ça a empêché quoi que ce soit? Non. Non et non. D'accord? On savait ce qui se passait. On savait qu'il y avait, alors je sais pas la théorie du complot, mais il a été prouvé quand même que les communications étaient faites par SMS. C'est pas de la communication chiffrée. Ça aurait pu être détecté. Ça n'a pas été le cas. Dire le chiffrement ça protège, c'est faux. Dans tous les cas, c'est faux. C'est faux. Ça protégera les terroristes. Ça les protège peut-être plus, mais derrière, ça protège aussi beaucoup d'autres personnes. Et le problème, c'est que si tu demandes à tous les experts en cybersécurité aujourd'hui, ils te diront, et même l'ancien responsable de la NSA. De qui tu parles quand tu dis que ça protège beaucoup d'autres personnes, Guillaume? Ça protège des gens qui, eux, ont peut-être besoin d'avoir vraiment des informations qui soient protégées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même moi, en tant que personne qui travaille dans des domaines professionnels, j'ai pas forcément envie que mes données de mes clients se baladent à l'extérieur. J'ai pas envie que des personnes aillent voir dans mes informations personnelles ce qui se passe. Et après, tout dépend aussi du régime qui est au pouvoir, tout simplement. Le régime d'un jour n'est peut-être pas le régime qu'on aura le lendemain. Si tu vois aujourd'hui que tu as un Obama qui est au pouvoir aux États-Unis, demain ce sera peut-être un Donald Trump. Les choses sont peut-être pas se passeront peut-être pas la même façon, surtout quand tu as vu les discours qu'il a tenus, enfin, tu tiens en général, je dirais. Donc, moi, le problème, c'est que les experts en cybersécurité, et donc, comme je disais, même le responsable de la NSA, se plient, enfin, se disent, eux, on est du côté d'Apple, parce qu'ils ont raison. Un système chiffré protège totalement. À partir du moment où vous dites, on va supprimer une partie de la protection au cas où, c'est mort, votre système n'est plus sécurisé. C'est aussi simple que ça. Et le problème, c'est qu'on va toujours jouer sur la fibre du terrorisme pour faire passer cette destruction de liberté et ce respect du droit à la vie privée. C'est toujours quelque chose qui va rentrer en ligne de compte, et c'est ce que veut le terrorisme. C'est justement le gros problème. Donc, à partir du moment où on accepte ça, on a déjà perdu. Quelle est la position de Google sur le même sujet, et de Microsoft notamment? C'est la même, c'est celle de Microsoft. Ils disent non, on ne rentre pas dans ce type de précédent parce que c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte aussi de le dire comme ça, mais une fois qu'on a mis le pied dans la porte, on ne peut plus la refermer ensuite. Ouais. Alors attention, moi j'ai lu un peu les tweets du boss de Google. Il a balancé 5 tweets, il a pas fait il a dit OK, on est plutôt d'accord avec Apple. Ils ont pas dit qu'ils étaient à 100% derrière Apple, contrairement au boss de WhatsApp, par exemple. Là, ils ont dit ouais, c'est vrai qu'on devrait peut-être faire un peu gaffe, grosso modo. C'est pas un oui franc et massif en fait. Ils sont mal placés vis-à-vis de ça, mais on va résumer. Il y a 2 points. Il y a d'une part le point de vue moral et le point de vue le problématique. C'est déjà posé par rapport à la torture. Que ce soit en France ou aux États-Unis, par rapport aux attentats la chasse aux terroristes post-attentat du 11 janvier 2001, on a vu que c'était un échec total, moral et du point de vue de l'efficacité et les gens d'Al-Qaïda et de Daesh développent leur propre messagerie chiffrée en interne, même si c'est pas très élaboré pour l'instant, et en attendant que ça soit prêt, utilisent d'autres programmes qui sont chiffrés, d'autres messageries chiffrées, autres que le iChat ou des choses comme ça. En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que toute cette affaire donne une énorme publicité à l'iPhone, certes, et au chiffrement, que peut-être on est en train de conseiller à des gens qui y avaient peut-être pas pensé, mais vous allez me dire qu'ils ont pensé forcément, que c'est finalement un bon moyen et qu'ils devraient l'utiliser au lieu d'utiliser des SMS non chiffrés. Moi, je sais pas. Moi, j'ai toujours pensé que la technologie doit être employée pour le bien général. On peut avoir le même débat sur les caméras de surveillance. On est dans une des villes de France, nous à Nice, où il y en a le plus. Et il y a eu des tas de débats locaux et un peu partout. Est-ce que c'est normal qu'on soit filmé tout le temps sans notre consentement? Moi, personnellement, j'ai rien à cacher, je m'en fiche. Mais alors ça, c'est pas un argument. Mais bon, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord là-dessus. Le fait est que on n'a rien à cacher.
Il y avait, je sais plus qui c'est, quel homme célèbre en France qui avait dit, trouvez-moi 3 lignes du plus honnête des hommes, je trouverai de quoi le faire pendre. Et là, je ne suis pas d'accord. Là encore, le problème, c'est que dans toutes les villes, on a mis de la vidéosurveillance et il est prouvé que grosso modo, ça n'empêche rien. Le résultat, le coût et les résultats derrière sont quasi nuls. C'est-à-dire qu'en fait, l'investissement sur une caméra, grosso modo, tu le ferais sur de l'humain derrière, eh ben, ce serait beaucoup mieux. Réellement beaucoup mieux. Juste. Donc, au final, ouais. Non. Non. Alors, quand même une question. On assiste quand même à un rapport de force entre Apple notamment et le FBI et le gouvernement américain. Le gouvernement n'a pas de moyens coercitifs d'obliger les fabricants à leur donner un accès? Ben non, la preuve. Il suffit que Tim Cook fasse une lettre pour dire désolé, mais on le fera pas? Non, mais légalement, ils peuvent pas, sauf à se dire demain, la voiture de Tim Cook, sauf si un jour Tim Cook reçoit les agents du FBI qui leur expliqueront qu'il faut qu'il fasse très attention aux freins de sa voiture la prochaine fois qu'il la prend. Mais il n'y a pas d'obligation légale aujourd'hui de le faire aux États-Unis. Mais ça fait partie des enjeux parce que justement, dans la campagne américaine, ce problème-là rentre en ligne de compte et que les avis, évidemment, ils vont d'un Donald Trump qui dit mais Apple, qu'on leur fasse, ils ont pas le droit et basta, qu'ils donnent l'accès au téléphone et puis qu'ils arrêtent de nous faire chiant. Jusqu'à des personnes plus raisonnables qui disent c'est pas si simple que ça, loin de là. Mais le problème, c'est que tout ça, encore une fois, le FBI était très malin. Ils ont utilisé l'argument du terrorisme, qui est un argument qui, évidemment, va jouer sur le public, parce que c'est une corde sensible. C'est évident. Bon, c'est évident, tout comme on pourra jouer sur la pédophilie, sur la pédophilie, tout comme ça, pour limiter les accès à Internet et autres. Alors qu'on prouve que, grosso modo, à chaque fois qu'on fait une restriction de liberté de ce type, ça implique une restriction sur les gens qui utilisent les technologies normalement, on va dire. Mais par contre, ceux qui veulent l'utiliser à des fins plus malhonnêtes, ils trouvent des moyens de contournement. C'est comme les DRM, tu vois, c'est la même chose. Ouais. On met les DRM sur les MP3 ou les MP4, exactement. Les machins, pour pas les transférer, pour utiliser tes vidéos, pour pas que tu puisses les utiliser sur d'autres appareils. Donc, ça t'emmerde, toi, quand tu veux utiliser ta vidéo sur un appareil qui est autorisé. Moi, par exemple, je peux pas utiliser ma télé, faire certaines vidéos sur ma télé parce qu'il y a un truc qui est connecté dessus, un appareil qui contrôle la distance. Par contre, le mec qui a piraté sa vidéo sur Internet, il aura pas de problème, lui. Évidemment. C'est exactement la même chose. Mais bon, pour l'instant, c'est la loi, donc la loi l'autorise, donc la loi n'autorise ils n'ont pas de moyens coercitifs. Peut-être qu'ils l'auront demain. Après, il y a d'autres lois qui peuvent nous sembler nous aussi bizarres et que les Américains considèrent comme normales. Par exemple, Elie, faut pas se leurrer, demain, personne peut avoir une arme aux États-Unis, c'est sacré, personne peut y toucher. Et il y a pourtant des tas de morts. Alors qu'en France, la loi t'interdit d'avoir une arme même pour te défendre. Donc c'est compliqué. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit là-dessus, mais est-ce que la NSA est pas capable quand même de faire des choses avec des ordinateurs quantiques et autres et de décrypter un jour ce type de choses, hein? Alors, est-ce qu'on peut croire qu'ils ne sont pas capables d'accéder aux données? La question se pose en fait, et même la question se pose, et certaines analystes disent même ça se trouve, c'est déjà le cas, ils ont peut-être été déjà trouvés, mais en fait le FBI veut juste utiliser cet argument-là pour imposer une possibilité de déchiffrer les appareils de force en forçant les constructeurs à le faire, pour avoir moins de boulot à faire finalement. Mais il n'est pas impossible qu'ils aient déjà l'information, oui, tout à fait. Mais ces informations-là ne sont pas si importantes que ça. Pour les attentats du 11 septembre, les Américains savaient, un certain nombre de gens savaient, sauf que ils n'ont pas su exploiter l'information suffisamment à temps et de façon suffisamment efficace pour empêcher l'attentat. C'est pas tellement le renseignement brut qui est important, c'est l'analyse et l'exploitation. C'est exactement comme l'information ouverte dont on dispose là dans la presse. Des dépêches d'agence, il y en a des centaines. En tirer une information pertinente et intéressante pour le public, c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu l'émission hier soir d'Envoyé spécial sur France 2. Sinon, je vous conseille de la regarder en replay. Ah oui, sur la reconnaissance faciale. Il y avait tout un segment sur la reconnaissance des visages automatiques et où des sociétés françaises sont tout à fait en pointe dans ce domaine. C'est assez affolant parce qu'assez rapidement, n'importe où dans le monde et quasi instantanément, on va savoir où vous êtes si on vous cherche, même si vous êtes légèrement déguisé, et c'est quasiment de l'instantané. C'est assez affolant. Alors, on va pas faire une spéciale sur le sujet, même si on voulait s'y arrêter un bon moment, parce que, comme tu le disais, Guillaume, on a entendu beaucoup de bêtises ces dernières heures.
Alors, juste un petit truc, d'ailleurs, il y a eu un article qui est paru récemment sur un site où ça a été repris par plusieurs médias qui ont dit, ouais, mais Apple, en plus, ils pourraient le faire parce que l'année dernière, ils ont déjà déverrouillé 70 iPhones. Ce qui n'est pas vrai. En fait, il faut savoir qu'il y a une partie des données d'un iPhone que Apple peut éventuellement extraire parce qu'elles sont accessibles de différentes façons. Et ça devient de plus en plus difficile avec les iPhones modernes. D'ailleurs, ça dépend vraiment des appareils. Mais en fait, l'année dernière, ils n'ont pas déverrouillé l'appareil de force. En fait, ils ont pu accéder à certaines données qui sont accessibles en fait même si l'iPhone est verrouillé dans certains cas. C'est-à-dire les iMessage, je crois, et puis je sais plus, il y a 2-3 trucs qui sont indiqués dans l'article que tu as montré. Il y a pas mal de petites choses qui sont indiquées, mais c'est pas forcément évident là pour le faire. Mais ils n'ont pas été obligés, en tout cas, de déverrouiller l'appareil pour le faire. Bon, on referme cette page provisoirement parce que sans doute que ça va continuer à alimenter voilà pas mal de réactions. Tu as raison, on est en pleine campagne présidentielle américaine et certains candidats sont beaucoup plus virulents que d'autres sur le sujet, donc ça va forcément continuer c'est une histoire qui va continuer à se développer. On va peut-être revenir sur l'un des gros dossiers de la semaine dernière, à savoir cette fameuse erreur 53. Et il s'est encore passé pas mal de choses depuis 8 jours. C'est clair. Peut-être Guillaume, tiens, alors ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. On t'a pas entendu sur cette histoire la semaine dernière. Ouais. Peut-être tu peux faire un petit. D'ailleurs, j'ai regretté de pas être là, ça aurait pu être marrant. Peut-être que tu peux faire un petit rappel sur ce que c'est et puis on va faire un point à jour. Un article sur un journal anglais est paru il y a ça 2 semaines qui indiquait que un journaliste avait eu son téléphone briqué par une erreur -53 alors qu'il avait voulu faire une mise à jour d'iOS sur son téléphone. Et en fait, il s'avérait que c'était parce que un des composants matériels, en particulier le capteur Touch ID de son téléphone, donc Touch ID de son téléphone, donc le capteur d'empreinte digitale, avait été changé par un réparateur non agréé Apple. Alors certes, ça lui a coûté pas très cher et qu'il n'y avait pas les moyens d'avoir un Apple Store, un vendeur agréé pas loin pour lui faire la réparation. Le fait est que l'appareil fonctionnait correctement jusqu'à ce qu'il fasse la mise à jour qui lui a bloqué l'appareil. Et là, tout le monde a dit « Ah, ça y est, Apple... » Alors, j'ai lu parfois « Apple peut bloquer à distance votre appareil parce que vous avez fait une réparation non agréée. » Alors, ça, c'était le cas des complotistes et que Apple, c'est des méchants pour vous forcer à racheter un autre appareil. Alors, réfléchissez juste, si un constructeur vous bloque votre appareil à distance parce que vous avez fait une réparation non garantie, moi, personnellement, je change de constructeur. Juste ça. Voilà. Alors, la confiance envers le constructeur, elle est juste démolie complètement. Alors, c'est quoi l'explication, première explication pour toi? L'explication la plus logique, et je m'étais rapproché de contacts chez Apple, m'avait dit... On pense plutôt, alors ils n'étaient pas impliqués directement dans la chose, mais ils me disaient on pense plutôt à un cas non pris en charge, non testé en fait en interne et qui pouvait aboutir à une erreur. Parce que de toute logique, si vraiment l'appareil avait été verrouillé par Apple, ils auraient mis un message d'erreur compréhensible à l'écran pour dire voilà, votre appareil a été verrouillé parce qu'il n'est plus sécurisé et il faut faire ceci, cela. Là, c'était une erreur -53, bim, l'appareil est mort. Pour moi, ça ressemblait pas de toute façon à ce qu'Apple pouvait faire en tant que constructeur, ne serait-ce que parce que c'était idiot en termes de support technique. C'est pas une démarche stratégique d'Apple pour toi. Ça pouvait pas être une stratégie. Non, mais c'est pas logique. C'est-à-dire que même si on est commercialement, pour moi, c'était pas logique. Je comprenais pas pourquoi Apple se décidait d'un seul coup à dire, votre appareil qui marchait bien, on va vous le verrouiller, puis vous allez en acheter un autre. Parce qu'on est quand même, on a été des ordures avec vous, mais vous nous faites confiance, hein, les gars. Donc, non, quand on a un appareil à 800 € qui est verrouillé, théoriquement, enfin, ce qu'on disait à distance par le constructeur, tu lui fais plus confiance, tu vas voir ailleurs, tu lui fais plus d'enfer, ce qui s'est passé ailleurs. Alors, comment t'expliques qu'il s'est quand même passé plusieurs jours pendant lesquels il y a eu un gros flottement, que Apple apparemment a commencé Apple a commencé à accepter de remplacer les pièces dans certains Apple Store, et puis il y a eu l'ouverture officielle d'une class actions, donc il y a eu regroupement de consommateurs et parce qu'on estime dans notre monde où tout va à la vitesse de la lumière que une réaction doit être automatiquement super rapide et super efficace de la part d'un constructeur sans aucune analyse au préalable. Je pense que pour toute société, quand on a un cas comme ça, tu as 2 possibilités. Soit tu dis effectivement, tu fais amende honorable sans même savoir ce qui se passe, tu fais un échange, etc. Soit tu t'intéresses un peu au fond du problème et tu essaies d'analyser les choses en prenant un peu de recul. Je pense qu'Apple a voulu prendre un peu de recul, regarder ce qui se passe, prendre les ingénieurs, essayer de comprendre pourquoi ça faisait ça et quelle était ensuite la marche à suivre. Si effectivement il y avait une volonté de nuire ou s'il y avait eu un vrai bug.
c'est pas la première fois que ça arrive. J'ai déjà eu des cas comme ça où j'ai discuté avec comme je dis, avec mes confrères, où il y a eu des cas où, des fois, un problème que tout le monde analyse comme étant la preuve du grand complot d'Apple méchant contre ses clients, en fait, c'est juste un bug. C'est comme ça arrive, c'est du développement, c'est du problème qui arrive, des cas qui n'ont pas été testés, et du coup, ça déclenche ce genre de cas. Donc là, pour le coup, Apple a fait un amende honorable, ils se sont excusés, ils ont sorti un patch, ils vont le sortir. Oui. Et les sorties, ils vont sortir, je sais plus. Oui, ouais, il est sorti, hein. Ouais. Pour corriger le problème, et éventuellement prendre en charge la réparation s'il y a besoin et rembourser les clients qui ont été indûment facturés. Voilà. Ça aurait fait comme bien souvent, si tu veux, ça a été un gros débat pendant une quinzaine de jours jusqu'à ce qu'Apple prenne les rênes et puis qu'on n'en parle plus. Ça a été le cas de l'Antenna Gate de l'iPhone 4 et puis d'autres cas qu'on a eu comme ça, où ça fait un peu de bruit au début, et puis parce qu'il y a les journalistes ou bien qui parlent aussi. Mais pas toi, Benjamin, bisous. Et puis voilà. Mais en fait, le problème surtout c'est ça, c'est les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Je leur dis parfois sur l'actualité d'Apple, il faut vraiment prendre du recul. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est une société qui crée tellement d'animosité, mais en même temps, il y a tellement d'amour et tellement de haine autour de cette société. Elle est tellement elle crée tellement de discussions autour d'elle et puis il y a le problème du secret chez Apple qui va forcément amplifier ces problèmes de discussion. Elle va y avoir forcément des cas où il faut se dire, c'est normal qu'ils foncent pas sur des cas de tête baissée, dès qu'il y a un problème. Il faut prendre le temps d'analyser. Voilà. Ne lisez pas tout ce que vous voyez dans les journaux, dans les médias. Venez à lire, écoutez iWeek, écoutez des gens qui savent de quoi ils parlent pour analyser les choses. Voilà. Et ça fait plaisir parce que malgré on va dire le scénario un peu improbable de cette soirée, vous êtes finalement assez nombreux à nous suivre avec ce lien YouTube de manière assez exceptionnelle et vous réagissez pas mal sur Twitter d'abord au premier sujet de cette émission, donc toute ce débat autour de l'ouverture ou pas d'une porte dérobée dans iOS, et puis c'est vrai qu'on a changé de sujet et on est passé à l'erreur 53. Vous réagissez dans les conditions du direct et en direct si vous êtes avec nous en ce vendredi soir pour une fois avec le hashtag iWeekTV. Est-ce que c'est pas juste une tempête dans un verre d'eau, comme tu le dis, comme tu le laisses entendre, Guillaume? Élie, est-ce que tu as eu un seul retour, toi, d'un iPhone briqué? Absolument pas. Aucun. Et d'ailleurs, je pense que ce que tu disais tout à l'heure, la class action, à mon avis, a peu de chance. Mais maintenant, il y a toujours des avocats qui guettent ça et qui se disent chic, on va pouvoir attaquer Apple. Cherchons des clients. Ceux qui vont commencer par les payer pour dire faites une class action. Après, elle aboutit pas. Mais ceux qui font de la pub au-dessus des autoroutes aux États-Unis avec les numéros écrits en gros. Faut regarder l'excellente série Better Call Saul sur Netflix pour comprendre. J'ai une anecdote sur les classes actions et Apple. Les plus anciens se souviennent peut-être l'écran gate de l'iPod Nano en 2005, qui malheureusement, assez étonnamment, ne résistait pas au fait qu'on s'asseye avec un iPod Nano dans la poche. Il y en avait qui avaient réussi à faire une class action et j'avais sauté sur le truc, j'avais regardé un peu, j'avais cherché. T'avais sauté sur l'iPod ou sur l'histoire? Sur l'iPod. Ah bon? J'ai eu peur. Et donc le gars était apparemment était dans l'Oregon et j'ai discuté un petit peu avec lui et il avait un blog où il disait tout le bien qu'il pensait de l'iPod en général et de son iPod Nano en particulier. Et en poussant un peu la discussion, il me dit ah oui, j'adore Apple. Pourtant, je m'étais fait connaître en tant que Mac+. Il me dit et puis si tout va bien, si tout marche comme je veux, je pourrais peut-être m'acheter un MacBook Pro avec l'argent gagné. Et c'était ça vraisemblablement parce que 2 jours après, je reviens vers lui et le blog a été entièrement vidé et il n'a jamais répondu à mes sollicitations il s'est installé en Suisse après, c'est ça? Mais surtout, il y a juste eu un remboursement des dommages et puis point quoi. Ouais. Bon, je voulais qu'on revienne sur un autre rapport de force, et c'est toi, Élie, qui
qui nous a attiré, qui a attiré notre attention vers ce papier qu'on peut trouver sur le site de BFM Business. Le gouvernement américain menacerait l'Europe pour protéger ces multinationales qui trichent. Lesquelles? J'ai trouvé ça hallucinant. Lesquelles? Parce que ça fait des mois, voire presque des années, que nous parlons de l'optimisation fiscale de certaines multinationales, du fait qu'Apple paye très 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 peu d'impôts, et Google et Microsoft, etc. Donc on sait tout ça. Et que l'Europe, bien en retard, a commencé à réagir et à essayer de voir si quand même il faudrait pas qu'ils payent un tout petit peu. Et puis donc là, ça a beaucoup énervé le secrétaire d'État au commerce qui s'est fendu apparemment d'un discours très va-t-en-guerre et carrément menaçant l'Europe de répercussions financières et de sanctions en disant mais qu'est-ce que vous avez à embêter nos belles entreprises américaines qui payent pas d'impôts chez vous, si vous commencez à leur piquer de l'argent, on va faire de la rétorsion et on va commencer à attaquer les entreprises européennes qui voudraient s'installer aux États-Unis et qui paieraient pas d'impôts. Je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est sur le ton de la menace. Oui, il est secrétaire américain au Trésor, Jack Lew, pour être tout à fait précis. Donc voilà, je sais pas ce qu'en pensent les autres. Moi, j'ai trouvé ça juste hallucinant. Non, mais c'est une sorte de trésor de guerre pour les entreprises américaines en échange de l'immobilisation de ces avoirs. Et il y a une non-imposition, mais cet argent-là est bloqué et sert ensuite à acheter à faire des opérations, soit en achetant de l'immobilier comme peut faire Apple, soit en achetant à tour de bras des entreprises qui peuvent être intéressantes. C'est en ça que c'est important pour le secrétaire d'État au Trésor et surtout pour l'économie américaine et pour la force des multinationales. Est-ce que quelqu'un leur a dit de balayer devant leur porte? Parce que Apple aujourd'hui ne paye pas grand-chose aux États-Unis. Donc s'ils commençaient par réformer leur fiscalité interne et les faire payer normalement comme toutes les autres entreprises, après ils pourraient venir nous donner des leçons. C'est exactement ce que Tim Cook a dit quand il y a eu cette histoire de non-impôt. On paye ce que nous demande ce que le Trésor nous demande de payer, et de toute façon, s'ils n'optimisaient pas leur fiscalité, les actionnaires seraient en droit de se retourner contre eux et de les jeter. Gilles, explique-nous un peu pourquoi cette info t'a fait penser à Ikea. Parce que Ikea est dans la ligne de mire de Bruxelles. Et donc, il risque fort de servir d'exemple pour justifier la neutralité de la démarche de la Commission européenne en disant, vous voyez, on s'attaque aussi à nos multinationales européennes quand elles pratiquent la même politique que les Américains. Il n'y a pas de malice, et ça n'est pas dirigé contre les multinationales américaines. Et on parle plus d'un milliard d'euros qui aurait été soustrait à l'impôt dans le cas de Ikea, selon des eurodéputés écologistes. C'est le papier de Libération qu'on vous montrait à l'instant. Tout à fait. Et tu as vu la menace, elle est énorme, c'est-à-dire qu'ils pourraient obliger Ikea à traduire le nom des meubles en français pour qu'on comprenne quelque chose enfin. C'est inouï. C'est inouï. Bon. Sachant que la plupart sont pas traduisibles puisque ce sont des noms de villes en Suède. Donc du coup, vous ne pouvez pas traduire des noms de villes, donc forcément. Ça me fait penser à une pub à la télé, ça. Tout à fait. Laquelle? Je sais plus. C'est des bonbons, c'est du fromage, je ne sais plus. Avec un nom qu'on est impossible à prononcer. Ça vous dit rien? Non, c'est bien rien. Bon. Leur pub aussi, leur espèce de oui là, chez Ikea. À un moment donné, il y avait une pub absolument incompréhensible. Bon, bref. Bon, on en met une dernière couche sur Tim Cook. Laisse-le, ce pauvre garçon, enfin. Qu'est-ce qui se passe entre Stéphane Richard, le patron d'Orange, et Tim Cook? Duel d'ego. Alors, non.
Monsieur Richard a comment dire, il a des impatiences dans la mesure où un certain nombre de projets qu'il a lancés il y a quelques mois prennent du retard, en particulier la banque qu'il a d'abord testé. Alors ça s'appelle Orange Cash, hein. C'est un service qui existe depuis plusieurs années en Afrique. Oui, mais comment dire, c'est un truc intermédiaire. Il veut se lancer dans la banque pure et dure, y compris avec de l'emprunt immobilier. Ça a été de la banque en ligne. Ça a été testé en Pologne avec 100 000 clients et c'est quelque chose qu'il cherche à lancer là en France. Et donc on est avec un concurrent qui essaie de se placer à l'intérieur du système de son... Si je peux compléter ce que vient de dire Gilles, vas-y. Le problème c'est qu'il reproche à Tim Cook de ne pas lui avoir répondu. C'est-à-dire qu'il veut faire une application Orange Cash sur l'App Store et Apple ne l'a pas approuvé. Et donc, comme ils l'ont pas approuvé assez vite, il a directement envoyé un message à Tim Cook et non pas aux gens de l'App Store en disant « Eh oh Tim, puisqu'on se connaît, approuve mon appli ». Genre, Tim Cook a rien d'autre à faire que d'approuver les applications individuellement parce qu'on lui demande. Mais bon, du coup, ça les vexe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Apple n'est pas du tout pressé d'approuver Orange Cash parce que, n'oublions pas, et on va rebondir là-dessus, et là Gilles va tout nous expliquer parce que vraiment je veux savoir, Apple Pay arriverait enfin en France peut-être en juin, mais peut-être avant, si Orange est une menace, peut-être même avant, parce que la BNP a dit premier trimestre. Ouais, alors là, Gilles va tout nous dire. Avant d'avoir les explications de Gilles, je tiens juste à dire que Gilles a été le premier à m'en parler, c'était à la fin de la semaine dernière. On avait prévu d'en faire un gros morceau dans l'émission de mardi. Alors, je crois que l'info est tombée juste dans l'après-midi de mardi, donc malheureusement on était battus à quelques heures près. Mais Gilles, t'avais l'info depuis au moins 3 ou 4 jours, hein. Oui, enfin, toute une reconstruction de ce qui était en train de se passer. On a un système de paiement par mobile qui tombe pas du ciel, où l'archange Gabriel arrive et dit tu paieras sans contact, mon fils. On a une technologie. Ça, c'est la version 2016, hein. C'est ça. Oui. On a donc. J'avais jamais entendu celle-là encore. Le petit truc là sur Stéphane Richard qui se plaint de pas recevoir les mails, que Tim Cook reçoive pas ses mails. Stéphane fait en sorte que ses serveurs d'envoi de messagerie tombent pas en rade tous les 2 jours, et je t'assure que peut-être que Tim recevra tes messages. Voilà, ça c'est parti. Tiens, et puis voilà. Tant qu'on y est, c'est la pub Ricola dont je parlais. Voilà, c'est Julien qui me rappelle que c'est. Alors je vais essayer de le faire. Schröterkraft. D'accord. Je le fais pas très bien. Je suis pas très fort en. Non. Je sais pas si c'est de l'autrichien ou mais c'est compliqué à dire. Voilà. À toi Gilles. Bonne chance. Donc la technologie du sans contact du NFC est là en France depuis 2-3 ans au moins maintenant, et la technologie qui est prévue par Apple utilisera les infrastructures existantes, mais avec de la tokenisation en plus. Avec de la tokenisation. De la quoi? Pardon, hein, je fais le candide, hein. C'est un passage de jeton. C'est-à-dire qu'en plus du contact NFC, il y aura de l'information cryptée, donc un jeton qui sera échangé entre le terminal iOS, le terminal de paiement et la banque, de façon à ce que il n'y ait pas d'information de style numéro de carte bleue, date d'expiration, code de sécurité. Il y aura une sorte de jeton qui dit cette transaction est valable. Voilà. Et aucune information client qui ne circule. Ouais. Super sécurisé. C'est un jeton qui est valable, quoi, un quart d'heure, c'est ça? 10 minutes, même pas? Entre 20 et 3 quarts d'heure, voilà. D'accord. 20 et 40. Donc c'est une double sécurité. Ok. Donc, alors, juste Gilles, comment est-ce que toi tu as su que ça c'était en train de se concrétiser?
Si on peut savoir. En fouillant, on a comment dire. J'avais fait une interview de background des gens de chez Visa qui sont très très en pointe. C'est le numéro 1 en France. Une transaction sur 2 est faite avec cette plateforme-là. On expliquait que l'année début 2015, il y avait 400 000 terminaux sans contact chez les commerçants, alors que il y en avait à peine 200 000 quand Apple Pay est sorti aux États-Unis. Tout à fait. La France est très en avance. Donc il y a un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites sur un nouveau type de carte, donc sans contact et avec un numéro le code de sécurité qui est au verso, qui est aléatoire et qui change. C'est ça qui change tous les. Et donc on a un double enjeu entre le paiement en présence chez le commerçant et également le e-commerce sur lequel il y a un certain nombre de fraudes maintenant et sur lequel l'Apple Pay a également un rôle à jouer. Donc cette nouvelle carte est en test depuis l'automne. La Banque Populaire, la Caisse d'Épargne, BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole et LCL qui arrive maintenant aussi. Même ils m'ont confirmé à mots couverts que même s'il n'y avait pas d'annonce qui était faite, ils se lançaient aussi là-dedans. Ce serait quoi le timing, Gilles? On parle d'une annonce possible en juin à la WDC pour la France notamment, c'est ça? Je pense que ça sera plutôt dans la mesure où ça sera un lancement vraisemblablement européen et surtout les banquiers qui n'ont aucune envie de se mettre dans la main d'Apple et de pas pouvoir en sortir ont joué également Samsung et Google, d'autant qu'il y a un partenariat sur le sans-fil déjà depuis 2-3 ans. Oui, il vous a pas échappé que on est enfin nous en tout cas sur Watch à quelques heures du départ pour le Mobile World Congress à Barcelone, qui est le CES de la mobilité à Barcelone, où on attend, je crois, 150 000, 180 000 personnes là, à partir de lundi. Apple, une fois encore, va être le grand absent. Samsung va faire son show dimanche en fin de journée. Je crois que c'est 19h le début de la conférence de presse. Il sera évidemment question du nouveau smartphone haut de gamme de la marque, le Galaxy S7. Je crois que je trahis aucun secret en le disant. Et on imagine qu'il va se passer encore pas mal de choses, évidemment, autour de Samsung Pay. Ça m'étonnerait pas qui était très, très présent au CES au mois de janvier à Las Vegas. Ils avaient recouvert Vegas de pub pour Samsung Pay. Alors, il faut savoir qu'ils ont acheté une société qui fabrique des coques pour le paiement sans contact, sans qu'il y ait avec l'ancienne technologie de carte magnétique, mais ils ont 2 jours avant l'annonce du test de la Banque Populaire, ils ont acheté sur étagère la solution d'ouverture, qui est vraisemblablement le fournisseur de la solution de tokenisation qui a été retenue. Bon, on est un peu technique ce soir, mais c'est l'actu qui est comme ça. Il y a de la finance. C'est chiant dans notre langage. Il y a de la finance. Non, c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'on est peut-être un peu moins grand public que certaines semaines, parce que voilà, l'actu est comme ça. Allez, redonnons au grand public. On Alors, ne pas grand-chose. Comment c'est utilisé ? Pour en finir avec Apple Pay. Oui, parce qu'il nous reste exactement 8 minutes. Donc, pour moi, c'est sympa qu'on parle d'autre chose. Pour moi, Apple va annoncer à côté du logiciel et à côté des annonces matérielles, ils vont faire une annonce service, vraisemblablement, avec l'annonce d'Apple Pay sur un certain nombre de
de pays européens, dont la France. Et donc, l'Espagne, Tim Cook en a parlé, mais l'Espagne était assez en retard il y a encore quelques années, ces toutes dernières années, et fonctionnait beaucoup à la piste magnétique, comme c'était le cas des États-Unis avant le lancement de l'Apple Pay. Bon, en fait, on va résumer ça vite. À mon avis, ça va être annoncé à la keynote Apple, parce que c'est l'occasion rêvée du mois de mars, avec des dates. Je dis pas que ça sera opérationnel en mars, mais à mon avis, ça va être annoncé en mars. Et principalement, c'est une histoire de gros sous ou de très petits sous, parce que pour qu'Apple Pay marche en France, il faut que Visa, American Express, Mastercard soient d'accord. Ils sont d'accord, ils sont prêts. Deuxièmement, il faut que les grandes banques soient d'accord. Les grandes banques sont d'accord, ils sont prêts. Et ensuite, il faut que les commerçants soient d'accord. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une commission au passage qui est nouvelle, qu'Apple veut percevoir sur chacune des transactions, comme il percevait au départ de l'iPhone une partie des communications. Et la question, c'est qui va payer? Est-ce que c'est le consommateur? Est-ce que c'est la banque? Est-ce que c'est l'organisme de carte de crédit? Voilà. Donc il y a déjà une commission. Gilles, on y reviendra. Je voudrais juste qu'on se prenne les 5 minutes qui restent pour parler quand même de ce qui approche maintenant à grands pas, parce qu'on est à moins de 3 semaines. La keynote probable du 15 mars. Si tu veux bien, on reviendra sur Apple Pay quand on aura davantage d'infos. Il y a pas mal de news qui sont... de news. Quand Guillaume est là, je suis toujours très prudent. À la tienne, Guillaume. Pas mal de suppositions nouvelles qui sont arrivées ces derniers jours. La première, elle concerne la disponibilité des produits qu'on attend pour ces annonces du 15 mars, avec une dispo qui serait très très proche, puisque l'iPhone 5 SE, dont on vous a déjà parlé plusieurs fois, et l'iPad Air 3 seraient disponibles 3 jours plus tard, donc dès le 18 mars. Ça correspond à ce que vous avez un petit peu vu à droite à gauche? Oui, tout à fait. Et en tout cas, c'est tout à fait possible. Apple sait parfaitement faire ça. C'est-à-dire que le jour de l'annonce, les produits peuvent déjà être dans nos boutiques. Ils ont un système, on en a déjà parlé, qui s'appelle le Fast Ship, qui permet à Apple de nous envoyer des colis à l'avance en nous interdisant de les ouvrir par contrat, qu'on signe évidemment avant l'expédition. Ce qui fait qu'au moment de l'annonce, ils nous disent « Go, à partir de telle heure, les colis sont déjà sur place ». Assez impressionnant. On a vu que ça marche très bien. Parmi les, alors c'est presque un détail, mais parmi les produits qui devraient apparaître très très bientôt, il y a ce bracelet noir, ce bracelet milanais noir pour l'Apple Watch, qui pour l'instant n'existe pas et qui, je crois, qui est apparu sur plusieurs sites web d'Apple un peu par erreur, notamment en République tchèque, je crois. C'est ça. Voilà, petit. Ça serait étonnant qu'il n'y ait pas une montre avec. Alors une info que Jean-Christophe Vigne, notre ami de San Francisco, nous a envoyé aussi ces dernières heures, c'est les gros rabais là, qui ont lieu en ce moment aux États-Unis sur les MacBook 12 pouces, puisqu'on parle de 300 à 350 $ de remise sur tous les modèles. Wow. C'est une grosse remise, ça, Ellie, non? C'est énorme. C'est énorme. C'est quoi? C'est 20%? Sur un produit à 1 000 €, 300, c'est 30%. Hein. Ouais, c'est ça. Là, les promos qui arrivent sur l'Apple Watch étaient 15 à 20% chez Target. Oui, et à la Fnac, à un moment donné, on en a parlé. Ouais. Donc on n'a jamais vu ça chez Apple. Ça confirme que ça va bouger? Ah oui. Oui. Ouais. Ils purgent pourquoi les MacBooks et pas les autres portables dans ce cas-là? Parce que c'est vraisemblablement le modèle qui va être remplacé. Il purge les circuits de distribution, d'autant plus que les ventes avaient l'air d'être relativement ralenties, quoi. C'est vrai. Nous, en tout cas, notre expérience de ces derniers mois, c'est que le MacBook est une superbe machine esthétiquement parlant. On en a longuement discuté dans iWeek. C'est quand même pas le portable qui se vend le plus chez Apple. Donc, ils ont peut-être un niveau de stock, peut-être qu'ils ont été un peu optimistes et qu'ils essayent effectivement de purger. Normalement, les renouvellements de gamme
c'était pas sur le MacBook 12 pouces qu'on l'attendait, même s'il pourrait changer, mais je suis pas sûr qu'il le change. Il y a le MacBook Air dont on a parlé, il y a les MacBook Pro qui doivent arriver depuis un moment déjà. Le MacBook, il est très récent, hein, donc à part diminuer le niveau des stocks, je sais pas si c'est vraiment lui la priorité. Donc en tout cas, il y a des prix qui sont effectivement très très impressionnants. Il y a un autre sujet que j'avais mis sous le coude pour toi, Élie, ce sont ces bruits de moteurs de voiture qu'on entend la nuit dans certains quartiers de la Silicon Valley du côté de Sunnyvale où Apple alors a un campus officiel et un campus officieux apparemment. Il y a deux sites distincts et il paraît que la nuit on entend des bruits de moteurs de voiture. Attention. Oui. Attention sur les campus officieux, il faut savoir quand même que la moitié autour de Cupertino, la moitié des bâtiments sont pris par Apple. En fait, historiquement, vous avez IL1, donc Infinite Loop One, qui est le bâtiment historique d'Apple. Mais il y a énormément de bâtiments autour d'Apple. D'ailleurs, le Mac n'a pas été créé à IL1, par exemple. Il a été créé sur un bâtiment qui était totalement séparé, et beaucoup de produits, Apple sont pas fait sur site, en fait. Oui, enfin là, en l'occurrence, on parle d'un bâtiment qui officiellement est occupé par une boîte qui s'appelle 68 Research. Voilà, qui serait un peu une coquille vide, quoi. C'est possible, c'est pas du tout impossible. Le truc rigolo dans cette news, effectivement, je l'avais vu, c'est qu'on entend des bruits de moteur. Alors pour une voiture électrique, des bruits de moteur, c'est quand même drôle. C'est ça. Mais c'est pour concevoir les moteurs électriques. Rapster, écoute, voilà. Bon, bah écoutez, oui, à moins que vous ayez autre chose à dire, je pense qu'on va boucler. Allez, une minute. Une minute. Guillaume. Une petite question. On m'a posé la question si Apple Pay était compatible avec les iPhone 5S. Oui, s'il y a une Apple Watch et même avec un iPhone 5, vous pourrez utiliser Apple Pay. Oui. S'ils sont couplés avec une Apple Watch. Donc, vous pourrez utiliser la partie NFC avec votre Apple Watch, en fait, directement. Bon, et puis j'avais quand même un dernier sujet, mais là, 15 secondes. Moi, j'ai absolument rien à dire sur le sujet. C'est ça. Ouais, on s'en fout. Voilà. Grand soupir. Voilà. Je savais que ça vous inspirait. Je pensais que c'était un bon moyen de finir l'émission. Donc, c'est pour ça qu'ils ont racheté Beats, en fait. Voilà, c'est pour ça. La personnalité de Dr. Dre pour pouvoir faire des séries télé. C'était pas pour la qualité. Mais apparemment, c'est des séries qui auront du sexe dedans. Ils vont faire du sexe. Alors, ça passera pas chez Apple, en fait. Voilà, c'est ça. Du sexe et de la violence. Bon. Ça sera pas sur l'iTunes Store, non. Apple, ils vont censurer. Ils vont dire pas sur l'iTunes Store. Bam. Fini. Bon, merci beaucoup les amis, c'était très sympa de passer cette fin de semaine pour une fois avec vous trois. Salut Gilles, salut Guillaume. Bientôt. Et salut Élie. On va pas se retrouver mardi prochain parce que Mobile World Congress. On espère vous proposer une émission peut-être sur un horaire à nouveau décalé, peut-être à la fin de la semaine prochaine. Enfin voilà, on va essayer de trouver une autre solution avant de reprendre une vie normale dans 15 jours, puisqu'il y a aussi les vacances de février qui vont un peu nous plomber la semaine suivante, mais on va s'arranger et on va faire en sorte d'être au rendez-vous. Merci beaucoup de votre fidélité à iWeek. Passez un très bon week-end. C'est la première fois que je dis ça, mais il faut bien que ça arrive un jour. Salut les copains et à très bientôt. Passez une très très bonne fin de soirée sur Watch où les programmes continuent. C'est les vacances. Salut à tous. Salut.